Bonjour Claude Hartmann. Bonjour Anne-Constance. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire parler d'avenir, d'EDM, je voulais quand même vous poser une petite question sur la grève qui nous a, en tant qu'usagers tous, pénalisés avec les coupures. Quel bilan vous faites après maintenant 15 jours de retour au travail? EDM va mieux? Rassurez-nous. Je vais vous rassurer tout de suite. Je voudrais d'abord souhaiter la bonne année à vos auditeurs et à vos téléspectateurs. Une année de sérénité et de développement pour vous tous et pour Mayotte. Alors la grève, oui, ça fait 15 jours qu'on a retrouvé une électricité stable, une énergie constante, pas de coupure, sauf peut-être pour Petite Terre et Sada, qui n'avait pas été concerné par ces épisodes nombreux, beaucoup trop nombreux, de souffrance pour tous nos clients. Donc ça, effectivement, c'est rétabli et on peut même dire que le temps passe vite puisqu'on a retrouvé complètement nous-mêmes nos modes de fonctionnement habituels. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui qu'on coopère avec les forces de police et de gendarmerie pour leur faciliter les enquêtes dans l'espoir de comprendre qui est derrière tout ça et quelque part faire en sorte que ces façons de faire ne se reproduisent plus. Donc je suis dans cette logique-là, c'est tout ce qui me reste aujourd'hui, avec une reconstruction qui s'opère au quotidien entre salariés grévistes et non grévistes. Mais sur le fond, je pense qu'on doit préparer la suite. Et pour préparer la suite, il faut comprendre comment certains ont pu agir et les empêcher d'agir la fois d'après. Alors justement, parlons d'avenir. Deux gros chantiers pour EDM, enfin parmi les nombreux sujets de développement qui sont les vôtres, mais EDM parle de plus en plus maintenant de culture client. Qu'est-ce que ça veut dire la culture client? Vous allez nous faire des super rabais, nous envoyer des bons cadeaux? On pourra faire une émission sur le prix de l'électricité qui est, je le rappelle, exactement au même prix qu'en métropole. Il n'y a pas, puisqu'il soit administré, il n'y a pas ces doublements, ces triplements, ces quintuplements. Le problème du boulanger métropolitain n'existe pas à Mayotte. Il faut bien le dire, c'est une chance. Important. Oui, c'est une chance, effectivement. Oui, alors évidemment, il y a l'aspect prix, vous avez raison, et un client, il a besoin d'un rapport qualité-prix. Moi, je suis sur l'aspect un peu qualité aussi. Je crois que nous sommes d'une boîte de techniciens, d'ingénieurs, et qu'on a trop tendance à considérer que nos clients, c'est des usagers, des abonnés. Et donc, quelque part, à considérer que c'est un compteur, que ce n'est pas une personne, quelque part. Et je pense qu'il est très important de changer cet aspect des choses, d'être à l'écoute de nos clients, de sorte à leur produire un service toujours meilleur. Et alors, justement, produire un service client à quelqu'un qui a toujours le sentiment d'être considéré comme un compteur, c'est quoi ? C'est quoi? Alors, on a plusieurs outils pour ça. Le plus simple, et qui a largement commencé, c'est la digitalisation. Pour tous les clients qui ont un ordinateur, une tablette, un smartphone, et qui savent l'utiliser, et je mesure que tout le monde ne le sait pas, donc je suis prudent avec ça. Mais en tout cas, pour toutes ces personnes, on a maintenant une agence en ligne qui permet de faire tout. Vous pouvez avoir votre facture, vous pouvez dire que c'est pas le bon relevé, vous pouvez faire une photo de votre compteur et la mettre dessus. Vous pouvez savoir si c'est une estimation ou pas. Vous pouvez porter une réclamation. On a un autre portail qui fait les branchements. Donc aujourd'hui, vous pouvez demander à être raccordé à l'électricité, tout par Internet. Donc on évite les fils, on évite les difficultés, si vous voulez, d'accès, les bouchons, le stationnement. Et c'est une façon d'améliorer la vie peut-être de 30% des clients. Après, le reste, c'est du sourire, c'est du savoir-faire, c'est du vrai service, c'est d'être à l'écoute, y compris au téléphone. Quand un client vous appelle, il y a ce qu'il veut vous dire, qu'il faut déjà interpréter, puis il y a ce qu'il y a sur le fond. Il a souvent quelque chose sur le cœur qu'il est bon de détecter et d'essayer de répondre droit à ce qu'il a besoin. C'est un métier. Alors, c'est un métier que connaissent bien nos conseillers clients, c'est un métier que connaissent plus mal les autres salariés, y compris ceux qui, par exemple, grimpent au poteau ou vont dépanner dans la rue, et à qui il faut absolument que nous permettions de mieux connaître les métiers de la clientèle, parce qu'eux aussi sont questionnés directement sur le lieu de travail. Bien sûr.
Alors, autre sujet, Claude, la production d'électricité via des énergies renouvelables, c'est un sujet d'importance pour vous, sur lequel vous travaillez et sur lequel vous vous êtes beaucoup investi depuis que vous êtes à la tête d'électricité de Mayotte. Aujourd'hui, fin janvier 2023, EDM en est où dans les manières dont l'électricité que nous consommons est produite ? Alors, la réalité des choses, c'est qu'EDM a mis le pied sur le photovoltaïque, qu'on avait ignoré totalement en tant qu'acteur du photovoltaïque. Bien sûr, il y avait déjà du photovoltaïque avant qu'EDM n'en fasse, mais nous, on a commencé en 2022, concrètement. Avec la centrale de Longoni. Avec la centrale de Longoni, avec la centrale de Kaweni sur le toit du siège, et avec les premières centrales en dehors de nos sites. Et surtout, nous avons signé, je pense, pas loin du tiers de l'énergie du futur. C'est-à-dire que, en fait, comment ça se passe, le photovoltaïque, c'est une vraie différence par rapport aux centrales et à l'époque. Vous êtes en concurrence. Et donc, vous devez être le moins disant sur des surfaces. Par exemple, la mairie de Mamoudzou vous propose des surfaces, ou l'aéroport, ou que sais-je, ou des supermarchés. C'est à vous de dire, face aux autres concurrents, combien vous louez cette surface, et après de faire votre business photovoltaïque avec ces mètres carrés. C'est vraiment comme ça que ça marche. Donc en fait, vous êtes les concurrents de Sunzil et d'Albioma. Absolument, tout à fait. En tant qu'EDM en tant que tel. Alors oui, avec une petite difficulté, mais on s'en sort très bien, c'est que quand on n'est pas concurrent, on est serviteur, puisque c'est aussi des gens qu'on raccorde et on prend leurs électrons et on les revend aux clients. Donc on a une obligation de grande clarté, de séparation de ces deux fonctions entre les énergies renouvelables et puis l'opérateur historique, comme on le dit. Donc ça, on a commencé à le faire et je dirais qu'on a maintenant une place dans ce monde de la concurrence sur le photovoltaïque. Donc un propriétaire de surface, quel qu'il soit, quand il choisit et qui a envie de louer cette surface pour implanter des panneaux, il a le choix entre plusieurs opérateurs, dont vous. Absolument. Et okay. C'est le mieux disant qui gagne en général. Ok. Vous ne faites pas que du photovoltaïque. Non, ça c'était un marché qu'on a trop ignoré et où il faut, je pense, être présent pour le futur. D'autant qu'on ne peut pas exclure qu'une fois que les surfaces au sol, foncières ou même agricoles, parce qu'on peut aussi faire des serres et des choses comme ça, seront réalisées sur la partie terrestre de Mayotte, on ne peut pas exclure qu'à terme, alors à terme c'est 10 ans, 15 ans, je ne sais pas, mais qu'on commence à investir un petit coin du lagon en photovoltaïque et pour poursuivre, si vous voulez, la percée qui à un moment sera saturée sur l'aspect terrestre. Alors, avant qu'on passe au bioliquide, puisque là, on a l'usine qui est derrière vous, il y a quand même une autre question sur le photovoltaïque que je voulais vous poser. La dernière assemblée plénière du conseil départemental, puisque l'un de vos actionnaires, quand même, c'est le conseil départemental. Le plus important, il a la moitié des actions. Voilà, et EDM ne peut pas prendre de décision sans effectivement l'assentiment de son conseil d'administration. Jusque-là, tout est logique et normal. Il y avait une délibération qui était inscrite à l'ordre du jour de cette assemblée plénière et qui visait à autoriser à la création d'une filiale d'EDM spécialisée, dédiée au photovoltaïque. Ce projet, cette demande que vous avez faite a été rejetée par le conseil départemental. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez faire quoi et pourquoi ils ont dit non? Je pense que ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que nos administrateurs, puisque le conseil est largement représenté au niveau du conseil de surveillance d'EDM, bien sûr, puisqu'actionnaire majoritaire, ça veut dire que nos administrateurs ne sont pas toujours suivis par le CD. C'est une première chose que je peux constater, puisque nos administrateurs étaient prêts, eux, vu que ça durait depuis 1 an et que toutes les études avaient été faites, et avaient proposé d'ailleurs le sujet au CD. C'est monté par les administrateurs. Donc c'est la première chose que je peux observer. Vous pouvez rappeler le nom des autres administrateurs d'EDM, Claude? Oui, c'est des conseillers généraux. Donc, non, les entreprises. Oui, bien sûr. Et donc on a EDF à 25%, et on a Quaero, un fonds d'investissement à 25% depuis 2019. Le conseil départemental. Oui, plus 2 actions du côté de l'État qui pèsent assez lourd, une à la DGEC et une au ministère des délégués des Outre-mer. Donc les 4 des actionnaires sur 5 souhaitaient la mise en place de cette Absolument. De cette filiale. Et donc pourquoi ils ont dit elle servait à quoi cette filiale?
Alors, je vous ai dit, c'est un monde de concurrence. Oui. Donc, pour être à égalité avec les règles du monde de concurrence, c'est compliqué de le faire en tant qu'opérateur historique. Pourquoi, par exemple, EDF a créé EDF ENR très tôt. Exactement. Et toute les la partie réseaux d'un côté et la partie commerciale de l'autre. Alors, moi c'est un truc que je n'aurais pas fait comme ça, mais la loi le stipule. Donc, moi, j'aime bien l'entreprise intégrée qui fait tout. Ça ne me dérange pas, c'est mon ADN, ça. Mais là, en l'occurrence, il fallait quelque part répondre à cette question. Et donc, on a proposé cette solution qui, de toute façon, s'imposera à terme parce que la séparation comptable et juridique, elle est indispensable. Je n'ai pas le droit d'utiliser l'argent public pour faire du photovoltaïque. C'est interdit, c'est une séparation obligée. Donc on sera rattrapé à un moment par le régulateur qui dira « mais c'est pas possible de faire ça comme vous le faites ». Donc voilà, c'était pour répondre à la fois à la loi et se mettre au niveau de la concurrence pour travailler. Alors dans les raisons invoquées pour dire non, ils ont mis en avant des appels d'offres où vous pourriez, dans certaines situations, être côté EDM, celui qui cherche un prestataire quelque part, et puis côté filiale, être celui qui répond. Donc en gros, vous auriez pu être celui qui écrit le cahier des charges et celui qui écrit la réponse. Oui, mais enfin bon... tous ces aspects-là ont été regardés longuement par les juristes du CD et finalement, ce qu'on peut observer, c'est que moi j'aime bien de temps en temps regarder ce qui marche ailleurs. Je disais la maison mère EDF, enfin pour les 25% en tout cas, n'a jamais eu de souci avec sa filiale EDM ENR. C'est juste une question de manière de gérer les interfaces. Ce que je crois, moi, c'est que l'histoire du département actionnaire principal et d'EDM n'est pas un long fleuve tranquille, et ce depuis 1997, puisque la gouvernance telle qu'elle existe aujourd'hui date quand même aujourd'hui de 25 ans, pas loin. En fait, j'ai le sentiment que le CD souhaite nous faire des choses assez immédiates, du domaine d'un branchement par-ci, une organisation par-là, une embauche par-ci, enfin des choses très très concrètes du moment, si vous voulez. Tandis que EDM, on leur demande, nous, d'éclairer le chemin. Parce qu'après tout, c'est la politique. Donc, où est-ce qu'on va ? Quelle est la dose, justement, de renouvelables dans le futur ? Pour que, quelque part, on puisse préparer les choses en fonction d'une volonté politique. Et il me semble qu'on ne se retrouve jamais sur le même timing. C'est-à-dire qu'on attend, nous, du long terme et on reçoit des injonctions court terme. Et finalement, sur l'aspect photovoltaïque, c'est la même chose. On est sur du court terme, c'est non. Alors que sur le long terme, c'est quoi la question ? Je pense que c'est là qu'il y a un hiatus. Bon, qui nous appartient, je pense, de gommer progressivement, parce que ce n'est pas une bonne chose qu'une entreprise préférée des Mahorais, première entreprise, je crois, ou pas loin industrielle de l'île, ait un peu du mal à parler à son actionnaire principal. Bon, je pense que c'est quelque chose qui est devant nous encore, il faudra corriger, mais ce que je constate, c'est que ça fait 25 ans que ça dure. Alors, vous parliez d'énergie plus propre. Vous avez, depuis 2021, si je ne commets pas d'erreur sur la date, choisi de vous engager sur le bioliquide, c'est-à-dire de remplacer progressivement le fuel ou le gasoil. Le gasoil par du biocarburant fabriqué à partir de colza. Et ça marche. Et vous avez l'ambition d'augmenter la proportion. Oui, c'est-à-dire en fait l'idée c'est de changer complètement de combustible, d'abandonner le gasoil, qui est d'ailleurs le même que celui qu'on trouve sur le gasoil routier, en 2 temps, parce qu'on a 2 usines finalement, et probablement Badami en premier, Longoni en second, avec des investissements réalisés de part et d'autre, qui sont des investissements de stockage, d'infrastructures. En fait, le bio ne se mélange pas, impossible, enfin on peut le mélanger, mais c'est pas bon, avec du fossile. C'est-à-dire vous ne devez pas mélanger du gasoil et du bio. Sinon, bactéries, compliqué, mélange qui ne tient pas, si vous voulez. Ça ne tient pas longtemps dans les réservoirs. Donc, il faut créer des infrastructures séparées pour que ces 2 produits ne se côtoient pas, ni dans les tuyaux, ni dans les bacs qui permettent l'approvisionnement. Mais hors ça, le reste, les moteurs fonctionnent, on l'a prouvé, vous avez raison, on a fait 1 mois d'essai il y a maintenant déjà plus d'1 an. Ça marche très bien. Et d'ailleurs, La Réunion, qui a sa programmation pluriannuelle de l'énergie validée par l'État, change de carburant en 2023. Donc nous, on va regarder ça de très près parce que c'est quand même une centrale qui représente 2,5 fois la puissance dont nous disposons à Mayotte. C'est vraiment une centrale bien plus grosse que la nôtre. Et donc, ça va être très intéressant pour nous de regarder comment ils procèdent, quelles sont les éventuelles difficultés de conversion, pour être sûr que nous, on bénéficiera de ce retour d'expérience
lors de la bascule que j'imagine, pour ma part, d'ici 1 an et demi, 2 ans, pour Badamier. C'est long, je sais. Peut-être juste vous dire où on est le dossier. Le dossier, alors, qui a été validé pour le coup localement par le préfet et par le CD. La demande donc de conversion des 2 centrales est actuellement à Paris et ça fait la navette entre Bercy et la DGEC. La DGEC étant favorable, Bercy... C'est quoi DGEC? La direction de l'énergie, c'est l'aspect ministère de l'Environnement. D'accord. Tout simplement. Et donc, en fait, dès qu'il y a forcément des questions de prix aussi, etc. Mais je n'ose imaginer que si la Réunion a pu être convertie, on ne puisse pas le faire pour Mayotte. Le plan pluriannuel de l'énergie que vous avez évoqué, il en est où le nôtre? Parce qu'on l'attend depuis plusieurs années. Oui, maintenant. on l'attend. Alors, c'est la nouvelle règle. Hein. C'est l'État avec le département ou la région, selon les îles, qui signe, qui ratifie finalement un projet. Est-ce qu'il est au moins écrit? Alors, oui. Mais il a fallu le couper en 2. Je m'explique. Il était écrit. Je trouvais d'ailleurs en tant qu'opérateur historique qu'il était bien. Cette PPE, elle est bien. Elle a été coupée en 2. Pourquoi? On a pris ce qui est urgent, là, pour l'année qui vient. Et dedans, ce qui est urgent, c'est du photovoltaïque, la conversion, le lancement de la conversion bioliquide. Il y a un troisième le lancement d'un appel d'offres pour un moyen qui arriverait vers 2028. Parce que un moyen de quoi? leur tourne un supplémentaire, parce que finalement, le photovoltaïque ne répond pas à la croissance ou pas complètement. La conversion bioliquide, ça répond ça fait une qualité de l'air formidable, mais ça ne fait pas 1 kWh de plus. Voilà. Et donc, il va falloir construire quelque chose de plus pour 2028. Donc, ces trois objets-là sont dans la PPE simplifiée. C'est celle qui est à Paris aujourd'hui et qui fait la navette Bercy, ministère de l'Environnement. Le reste, donc 2024 à 32, c'est le reste du document dont le SGAR qui est chargé de l'écriture espère, mais je pense qu'il a raison d'espérer, qu'on pourra le finaliser en 2023 et donc disposer d'une PPE 24-32 à temps, ce qui serait une première d'ailleurs. Ok, donc c'est plutôt positif. Oui. Parce que si vous arrivez à faire cette conversion de bioliquide et de remplacer le gasoil, on a une énergie 100% propre. 100% propre à Mayotte. Et là encore, c'est probablement pour montrer le chemin. Parce que moi, j'ai bien conscience que faire ça sur l'énergie électrique, ça reste à faire sur les véhicules qui, eux, sont toujours au gasoil. Oui. Ça reste à faire sur l'importation de plastique qui ruine le lagon et les mangroves. Et les animaux et les tortues, elles sont ruinées aussi. J'ai bien conscience qu'on est en ordre dispersé là-dessus, mais je pense que DM doit être à la pointe du mouvement. Merci beaucoup de toutes ces bonnes nouvelles, après toutes ces semaines et ces jours de souffrance. Oui, qui sont derrière nous. Voilà, c'est l'avenir et c'est bien parti. Merci en tout cas bonne journée, cette note d'espoir. À très vite pour nous dire que c'est signé le document. Ça marche. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.